Aujourd'hui, à J'ai fin de joie, pourquoi la course à pied a le pouvoir de transformer votre vie? Aujourd'hui, pourquoi la course à pied a le pouvoir de transformer votre vie? Première partie. On m'a demandé est-ce que je vais parler d'entrepreneuriat? Bien sûr que je vais parler d'entrepreneuriat. Et pour moi, il y a un parallèle immense entre l'entrepreneuriat et la course à pied. Et je me suis dit, suite à quelques échanges que j'ai eus dernièrement, que ça serait une bonne chose que je vous invite dans mon univers et peut-être que je vous inspire à mettre une discipline dans votre vie. Alors, bienvenue à J'ai fait de joie, le podcast de Madame Labriski, qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en nous. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que là, nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Mais encore faut-il le savoir. Et lorsqu'on le sait, alors on doit se dire, mais pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation, maman marathonienne et passionnée de marketing, de mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Et c'est pour ça que mon éditeur, au dos du livre J'ai faim de joie, il a écrit que j'étais devenue une coach en pouvoir intérieur. Aujourd'hui, on rentre dans l'univers de pourquoi la course à pied a le pouvoir de transformer votre vie. Parce que mon ami, la course à pied, a littéralement transformé ma vie, transformé ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, je vous offre cette première partie. Avant tout, l'épisode de cette semaine est une présentation des purées de dattes au chocolat de Madame Labriski. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec de la purée de dattes au chocolat? Évidemment, c'est sans sucre raffiné ajouté et c'est riche en fibres. Alors, la purée de dattes, là, euh, c'est un petit délice, la purée de dattes au chocolat, je parle, qu'on mange à la cuillère, sur nos tartines, sur nos rôtis, dans notre yogourt et pourquoi pas sur un brownie ou sur un muffin en guise de petit glaçage. Ah là 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 là! Parce que oui, c'est riche en fibres et ça fait toute la différence. Si vous adorez les cafés de type mochaccino, imaginez-vous donc que vous pouvez les faire avec de la purée de dattes. Comme ça, vous évitez de mettre une tonne de sucre dans votre café, hein, parce que le café, c'est pas supposé d'être une boisson à 300 ou 400 calories. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. Alors, en mettant la purée de dattes, et là, vous mettez votre café, votre purée de dattes, vous mélangez, vous pouvez rajouter des boissons, votre boisson végétale ou votre lait, des glaçons. Bzzz, et là, la maman mia! Si vous aimez les cafés frappés, vous allez adorer un café frappé avec la purée de dattes au chocolat de Madame Labriski. La purée de dattes est aussi disponible à la vanille ou au caramel. Mais là, comme on est dans le coin de Pâques, je me suis dit que celle au chocolat, elle valait vraiment la peine. Donc, si vous n'avez jamais goûté, je vous le dis, osez la purée de dattes au chocolat sans sucre raffiné ajouté, bien sûr, et riche en fibres qui fait toute la différence. Pourquoi? Pour gagner en énergie et se régaler dans la joie. Bien sûr, vous allez voir un petit purée de dattes au chocolat, là. Sur le yogourt, la crème glacée, le pain, un biscuit, un muffin, un petit morceau de gâteau, Madame Labriski. Pourquoi pas le brownie, hein? Le brownie qui a remporté mon mélange à brownie moelleux, brownie mon amour, qui a remporté meilleur brownie mix au Canada, best brownie mix in Canada, meilleur mélange à brownie au Canada. Pourquoi? Je pense que peut-être que le premier ingrédient n'est pas le sucre ou la cassonade, comme tous les mélanges sur le marché, mais bel et bien les dattes en poudre. C'est ça l'innovation. C'est comme ça qu'on transforme les vies.
Et la purée de dattes au chocolat, elle est disponible chez IGA, chez Taux, chez Avril, chez Toit Rouge, chez Groupe Épicier, donc dans plusieurs épiceries au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que sur l'épicerie sans sucre raffiné ajoutée en ligne de Madame Labriski. Alors, encore une fois, merci pour les étoiles. Vous m'envoyez des étoiles, vous m'envoyez des messages. Si vous saviez à quel point c'est de l'amour, si vous saviez à quel point ça m'invite à continuer dans ma mission, alors merci, merci, merci. La semaine passée, j'ai eu une conversation avec Bertrand Soulier. Bonjour Bertrand, si tu écoutes cet épisode. Bertrand, c'est un podcasteur en France. Il est l'auteur, le podcasteur d'un des podcasts les plus écoutés qui est Sport et Nutrition. Il est également auteur de Kilomètre 42. Moi, j'écoute Bertrand depuis quelques années et j'ai eu l'honneur d'être l'une de ses invitées dernièrement dans les premiers épisodes de 2025. Et la semaine passée, je discutais avec au niveau podcast. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, Bertrand Soulier. Le Soulier, c'est pas un nom de famille qu'on a l'habitude d'avoir en France, ici au Québec, pardon. Et je pensais que c'était donné un nom d'artiste. Il parle de course à pied. J'adore ça. Bertrand Soulier, il y a un nom prédestiné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Bertrand, c'est un homme, il doit avoir environ mon âge, mais il a commencé à courir à 40 ans et ça l'a complètement transformé sa vie. Évidemment, ça en est suivi une perte de poids, mais un changement de carrière complètement. Et on a échangé ensemble et il m'a dit: «Myriam, c'est intéressant l'épisode où tu parlais», je pense que c'est l'épisode 14, où j'ai perdu mon fils à la montagne. Et il m'a dit: «C'est intéressant quand tu donnes des tranches de vie». Et c'est là que je me suis dit: «Oui, c'est vrai». Alors, merci Bertrand de m'avoir titillé. Et j'ai fait aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi la course à pied a le pouvoir de transformer sa vie. Et je vais faire des parallèles avec l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez rapidement pouvoir faire des parallèles avec votre emploi du temps régulier. Et c'est fou à quel point vraiment la course à pied, de mon côté, a transformé ma vie. Et c'est la base chez Madame Labriski. Sans la course à pied, l'univers de Madame Labriski ne serait jamais venu au monde. Alors, je vais le faire en plusieurs parties parce qu'il y a vraiment des moments marquants. Aujourd'hui, c'est mon introduction à la course à pied. Du moment que je commence à courir pour vrai, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'à ce que je cours mon premier demi-marathon. Ça a été un premier très grand changement. Je pensais faire un demi-marathon et arrêter. J'en étais convaincue. Même pendant ma course, j'étais convaincue que j'en ferais un et j'arrêterais. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Parce que l'année d'après, je faisais mon premier marathon complet, soit le 42,2 km. Comme je m'étais qualifiée pour le mythique marathon de Boston, j'ai fait le marathon de Boston quelques mois plus tard. Et là, j'ai vécu des choses incroyables. Ma vie s'est encore changée. D'autres aspects ont évolué. Et je vais faire aussi un épisode sur le marathon qui a vraiment pulvérisé ma façon de penser, ma première participation au marathon de Chicago. Et évidemment, peut-être que vous ne courez pas et il n'y a pas de problème. Dites-vous que l'histoire que je raconte, c'est le parallèle entre avoir une certaine discipline. Une discipline qui n'est pas une discipline négative, une discipline excessivement positive qui va avec les bonnes habitudes. Et à quel point ces gestes, ces choix, ces décisions transforment et façonnent notre vie. Alors, premièrement, j'ai toujours été une sportive. J'ai toujours eu l'étiquette de sportive. Enfant, je faisais du patinage artistique, j'en étais passionnée. En éducation physique aussi, à l'école, j'avais certaines aptitudes sportives, donc je me suis toujours catégorisée comme sportive. À 17 ans, j'accroche mes patins, je quitte pour Montréal. J'ai été plusieurs années à me chercher au niveau sportif. Je faisais de la danse aérobie, j'essayais des choses, mais je n'étais pas assidue. Je me souviens que j'allais faire de la danse aérobie au YMCA et 3 fois, je me suis fait approcher par les entraîneurs pour me demander: «Est-ce que tu aimerais devenir entraîneur?» Et je vais faire une petite confidence entre vous, j'adorerais aujourd'hui, faire des cours comme ça. Je pense qu'on aurait un fun fou. Alors, vous pourriez me dire, parce que j'ai des petits projets, est-ce que ça vous intéresserait de bouger avec Madame Labriski? Ça pour dire que lorsque j'étais à Montréal, j'ai commencé un peu à courir.
Je partais, j'habitais près du marché Jean Talon, j'allais faire le tour du parc La Fontaine, je revenais, je faisais l'étoile, j'étais épuisée. Donc j'avais des petits épisodes de course. En fait, à l'intérieur de moi, je rêvais de devenir une coureuse. Sans savoir pourquoi, j'avais une fascination par ces gens qui faisaient la course à pied. Mais j'étais pas assidue. J'y allais de temps en temps, je courais un peu. Hem Et pour un épisode X, en 2025, je me sépare d'une relation, je vais dire de 9 ans. Je change d'emploi. En fait, j'avais perdu mon emploi. Je me trouve une job à Québec. Donc, je déménage, je quitte Montréal, je quitte ma vie d'adulte. J'étais vraiment devenue une Montréalaise. Je m'en viens à Québec. Et pour moi, je ne revenais pas à Québec. Je m'étais pris un appartement dans la vieille ville, dans le vieux Québec. Donc, je disais que j'étais en Nouvelle-France. Et j'ai énormément souffert de cette séparation-là. J'étais à Québec, j'avais plus d'amis. Mes amis de l'époque, j'étais fin vingtaine, faisais des enfants, donc je venais de me séparer. Pour moi, je me disais: «Mon Dieu, mais je vais rester toute seule toute ma vie, je vais rester vieille fille». J'avais énormément de douleur, mais j'aimais mon travail. Mais au début, j'étais dysfonctionnelle et mon patron de l'époque, mon nouveau patron m'avait dit: «Myriam, j'ai vu ton potentiel. Embarque dans ta traque et fais ce que tu as à faire. Je crois en toi». D'ailleurs, je devrais le remercier. Si par hasard, Robin, tu écoutes, merci encore d'avoir été si humain avec moi dans cette période de ma vie où je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais vraiment dysfonctionnelle. J'étais perdue. J'avais perdu mes repères. J'étais devenue une femme, une adulte à Montréal. J'étais partie après mon secondaire. J'avais fait toute mon université. Euh, je n'avais jamais vécu une douleur aussi profonde. Je ne me reconnaissais pas. J'étais complètement perdue et c'est dans cette période-là où, à un moment donné, je n'en pouvais plus de souffrir, que je me suis dit: «Myriam, tu vas faire quelque chose pour toi. Tu vas faire quelque chose pour toi». Et j'avais toujours rêvé d'être une coureuse. J'admirais les coureurs. Enfant, sans savoir pourquoi, une fois, sur ma porte de garde-robe qui était faite dans je ne sais pas quelle matière, j'avais dessiné tout un coureur. J'avais loué à la bibliothèque un livre sur Boston. Je pense que je ne l'ai jamais lu. Je regardais les images et il y avait des coureurs et j'avais dessiné tout le coureur avec toute sa musculation. Les coureurs, on a une musculation qui est particulière. En fait, on a une musculation de coureur. Et ça m'avait marqué. Pourquoi est-ce que j'avais dessiné ça? Je ne le sais pas. Lors d'une de mes traversées en autostop à travers le Canada, ceux qui n'ont pas lu J'ai faim de joie, en lisant mon livre J'ai faim de joie, vous allez en apprendre plus pour moi. Mais lors d'une de mes traversées, je voyais énormément de gens courir dans le parc le plus célèbre de Vancouver. Et je me disais: «Waouh, un jour, j'aimerais être une coureuse». Mais je n'étais pas une coureuse. Et à Québec, dans ce moment-là de douleur atroce, j'avais 27 ans, je pensais que ma vie était terminée, que j'allais rester vieille fille. J'ai décidé de me mettre à la course à pied pour moi, pour faire quelque chose pour moi, pour me faire du bien. Alors, je m'étais inscrite à, une clinique de course qui était comment courir un premier demi-marathon. J'aurais pu commencer par comment courir un premier 5 kilomètres ou un 10 kilomètres. Mais force est d'admettre que je crois que j'avais quand même très confiance en moi et dans mes aptitudes physiques. Donc, moi, du jour au lendemain, j'ai commencé avec un premier demi-marathon. Alors, l'effet que je m'étais inscrite, ça m'obligeait de sortir puisque je n'avais pas d'amis. J'avais mes collègues, mais c'était vraiment très différent de ce que j'avais connu à Montréal. Et donc, bref, j'avais pas d'amis, j'étais seule et je m'obligeais d'aller au club de course. Et quand j'allais au club de course, ben, je m'interdisais de pleurer. Donc, je rencontrais des gens, beaucoup de gens tout seuls, beaucoup d'Européens aussi qui arrivaient à Québec. Hem et donc, j'allais aux entraînements. Au début, j'ai trouvé ça très difficile. En même temps, le programme que nous présentait à l'époque le Coin des coureurs, qui s'appelle aussi le Runner's World, qui avait été fondé par John Stanton. John Stanton, c'était un Québécois, encore un Canadien, mais il s'était mis à courir. Pourquoi? Pour transformer sa vie. À l'époque, il était devenu pratiquement obèse morbide et il fumait énormément. Et il y a eu un déclic, il y a eu un éveil et il s'est mis à courir. Il s'est mis à arrêter aussi de fumer. Et il y avait une technique qu'il proposait qui s'appelait le 10-1.
C'est-à-dire courir 10 minutes, marcher 1 minute. Courir 10 minutes, marcher 1 minute à son rythme. D'ailleurs, si vous participez aux événements, maintenant, c'est le marathon de Québec, je crois qu'il est toujours avec le coin des coureurs. Lorsqu'on prend le lapin de cadence, ils font du 10-1. Donc, ça revient à la technique de John Stanton. Mais je trouvais l'histoire de John hyper intéressante parce que sa passion avait transformé sa vie, transformé son corps, transformé son mindset et plus que ça encore parce qu'il en avait fait une business. Je trouvais son histoire hyper intéressante. Mais bon, j'allais à mes entraînements. Au début, j'étais émerveillée de le faire 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Et au début, c'est très difficile. Je trouvais ça très difficile. Faire des intervalles, des moments où plus intenses. Mais je persévérais. S'il pleuvait, je m'étais rendu compte que même s'il pleut, même s'il neige, même s'il grêle, les gens étaient au rendez-vous. Alors j'y allais. J'allais à tous les entraînements et même quand j'avais pas le goût. Mais ça m'avait obligée à sortir de chez moi. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait une longue sortie, c'était 11 kilomètres. J'ai une conférence dans laquelle je parle vraiment de cette transformation-là, mais la première longue sortie, c'était 11 kilomètres. Jamais de ma vie, j'avais fait 11 kilomètres. En course à pied, je le faisais à vélo, mais pas à course à pied. Et cette journée-là, j'avais couru 11 kilomètres. J'étais tellement fière de moi, mais tellement fière de moi. Probablement, je m'en souviens plus, mais probablement que j'ai fait une sieste dans l'après-midi. Mais c'était pas important. Ce qui était important, c'était l'accomplissement. Et ça me permettait de voir des gens. Donc, à la fin de l'été, j'étais très assidue dans mes entraînements. Je faisais ce qui était à mon programme, ce qui était à mon horaire. Tout ce que j'ai su, c'est qu'à la fin de l'été, j'étais prête pour parcourir le 21,1 km, le demi-marathon. La journée de cette course-là, lorsque j'ai eu mon dossard, mon numéro de coureur que j'ai mis devant moi, si vous saviez la fierté que j'avais à l'intérieur de moi, pour moi, c'était comme si j'étais devenue une athlète olympique. C'était mon moment. Je pensais le faire une fois et arrêter. J'en étais convaincue. Je vais le faire une fois puis ça va être terminé. Et là, sur la ligne de départ, je voyais les gens qui se mettaient là, au tout début, puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent à performer? Je ne comprenais pas. Juste l'effet d'être là pour moi était savoureux. Et juste l'effet d'être là pour moi je m'en étais pas rendu compte, mais à travers tout ça, je m'étais en partie guérie de ma douleur que j'avais, des choix que j'avais faits. Et c'était enivrant. C'était enivrant, les sensations que j'avais après chaque entraînement tout au long de l'été, parce que je n'avais jamais lâché. J'avais vu l'évolution. Et juste là, tout de suite, il y a un parallèle à faire avec notre vie, avec si on est en affaires, l'effet qu'on a des projets, qu'on se met à avancer. Et je reviens sur la ligne de départ et j'ai mon dossard avec mon numéro. Et à l'époque, j'avais un lecteur MP3, vous vous souvenez de l'époque? Et j'avais mis Eyes of the Tiger. Vous savez, la toune comme dans Rocky, là. Pan, 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 pan. Ouh! Et là, elle était en boucle. Et pour moi, je courais et j'avais l'impression que tous les applaudissements étaient pour moi. C'était extraordinaire. Et même si à un moment dans la course, j'étais en souffrance et je me disais plus jamais, je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée et que l'on m'a mis ma première médaille de participation à mon cou, vous devez savoir que enfant, j'ai fait du patinage artistique et j'avais quand même un peu de talent. Mais surtout, je travaillais et j'ai eu la chance de recevoir des médailles. Médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'or, médaille d'argent, médaille d'argent, médaille d'argent. Je fais ça parce que j'ai été une éternelle médaillée d'argent. Mais j'avais toujours levé le nez sur les médailles de participation. Mais ma première médaille de participation qu'on m'a mis autour du cou, alors que je venais de souffrir et me dire plus jamais, lorsqu'on m'a mis ma première médaille de participation de demi-marathonienne, j'étais tellement fière, mais tellement fière. Il y a des ailes qui m'ont poussée derrière le dos. J'étais remplie d'endorphines,
Puis j'ai fait: «Wow! Qu'est-ce que je viens de vivre?» Je me sentais hyper, 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 hyper puissante. Je venais de souffrir, mais les émotions que je vivais en ce moment, c'était presque la plus belle chose que j'avais vécue dans ma vie. J'en revenais pas. Et oui, j'avais souffert. Je voulais arrêter il y a quelques minutes avant en souffrance, en me disant: «Plus jamais, plus jamais!» Mais là, j'y étais arrivée et je récoltais et c'était savoureux, savoureux. Et là aussi, pour moi, il y a un parallèle. Si tu es en affaires, il y a sûrement des moments où tu trouves ça excessivement difficile. Et petite confidence, tout le monde a des moments où il trouve ça très difficile. Les plus grands success stories de la planète, il y a eu des moments excessivement difficiles. Les plus grandes stars, que ce soit au niveau de la chanson, que ce soit du végétariat, que ce soit de l'entrepreneuriat, tout le monde a vécu des moments difficiles. Et c'est là que je fais toujours le parallèle avec le demi-marathon ou le marathon. Le chemin pour se rendre là où on veut, le chemin pour se rendre ce qu'on veut récolter, il y a toujours des moments difficiles. Mais c'est lorsqu'on finit par passer à travers ça qu'on arrive à transformer notre vie. Je ne sais pas si tu t'es mise à faire des squats en préparant ton café ou à mettre des circuits de 5 minutes de musculation légère dans ta routine. Le pire, c'est ce qui est plus difficile, c'est au début. Au début de se mettre à apporter un changement. C'est ça qui est difficile. Après, quand c'est devenu une habitude, ça devient un besoin. Ça devient une nécessité pour fonctionner. Et c'est là que la magie opère. Exactement avec le parallèle avec la course à pied. J'ai encore une image de moi dans mes débuts où je trouvais ça tellement difficile. Mais c'est vraiment lorsque j'ai récolté, lorsqu'on a mis ma première médaille de participation autour du cou. Et là, je ne vous raconte même pas ce que j'ai vécu quand j'ai terminé mon premier 42 kilomètres, lorsque j'ai terminé mon premier Boston et lorsque j'ai pulvérisé mes temps puis mes statistiques à ma première participation au marathon de Chicago. À chaque fois, la récolte a été plus grande, plus immense. Elle me nourrit encore plus. Et c'est ça qui est fascinant. Le parallèle est flagrant avec nous dans la vie. Exemple, on fait des squats, on en fait 20. Si à 10, c'est difficile, on n'en fait que 10. Chacun son niveau, chacun où est rendu. Petite tranche de vie, moi, je regarde les stats face au balado parce que j'avais des décisions à prendre. Et j'ai fait mes devoirs. J'étais allée voir. J'ai compris que ça allait très, très bien. L'effet que les étoiles continuent à chaque semaine, l'effet que vous m'écrivez, j'ai compris que ça allait très, très bien. On ne peut pas se comparer lorsqu'on commence quelque chose avec quelqu'un que ça fait 2, 4, 5, 10 ans qu'il le fait. C'est impossible. Tout le monde commence quelque part. Quand j'ai commencé à courir mon premier demi-marathon, jamais je ne pensais que je ferais des marathons un jour. Jamais je ne penserais qu'un jour je voudrais faire des temps. Mais jamais je commençais. Je commençais à me découvrir, en fait. En fait, la course à pied m'a permis vraiment de me découvrir. L'endurance, c'est la discipline de la course à pied. Mais quand je dis discipline, tu sais, dans la discipline, on entend souvent énormément de rigueur. Mais la discipline, des fois, c'est juste une bonne habitude, comme la bonne habitude de faire ses squats ou de s'assurer de faire des abdominaux pour garder le torse bien puissant et bien fort. L'endurance, c'est la discipline dans la vie. Que ce soit parce qu'on est en affaires, que ce soit parce que vous êtes gestionnaire, que ce soit dans votre travail, c'est dans tout. Nos bonnes habitudes nous amènent de la facilité et on progresse petit à petit et c'est comme ça qu'on transforme notre vie. Moi, j'ai super hâte de voir on va être rendu combien lorsque le balado aura 1 an. Lorsque je serai, non pas au 16e épisode, mais au 52e épisode. Et les débuts, pour tout le monde, pour tout projet, c'est difficile. Mais il faut continuer. Il faut s'accrocher. Des moments où on veut abandonner, il y en a pour tout le monde. Le bel exemple, c'est en plein milieu d'une course. Sur un 21 km, par exemple, on doit séparer notre course en 3 tiers. Donc, du 1er au 7e kilomètre, du 7e au 14e,
Du 14e au 21e. Le 1er au 7e, ceux qui se brûlent là-dedans, ils n'ont rien compris. Du 1er au 7e, on est dans notre réchauffement. Donc, tout doit être facile. On est vraiment en train de se réchauffer. Et oui, ça dure 7 kilomètres. La course sur un demi-marathon, ça se passe entre le 7e et le 14e. Et je dirais même, moi, j'arrive à avoir mon 2e souffle. Entre le 7e et le 14e, c'est pas le fun. On a tous le goût d'arrêter, à quelques exceptions près, selon la cadence à laquelle on y va. Mais là, pensons chacun pour soi. Moi, c'est là que je trouve ça difficile. Même 15e, 16e. Mon 2e souffle apparaît au 17e kilomètre. Au 17e, et là, c'est presque terminé. Il en reste juste 4. Mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais abandonné au 10e ou 11e, sous prétexte que je suis fatiguée, sous prétexte que ça ne me tente pas, sous prétexte que ça ne lève pas comme je veux? Je connais beaucoup de coureurs qui abandonnent dans des courses et qui s'étaient mis des grands objectifs et là, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas dans leur temps et ils abandonnent. J'ai toujours trouvé ça spécial. Je ne me suis jamais donné le droit d'abandonner. Il faut s'adapter en cours de route parce que la récolte, elle est toujours fascinante. Et probablement que je vous raconterai par contre un épisode où le marathon m'a encore appris. Parce que dans ma 2e participation au marathon de Chicago, j'ai terminé mon marathon avec 2 claquages. Ça a été d'une souffrance absolue. Et là, j'aurais peut-être dû faire ce que je dis, mettre le clignotant et sortir. Parce que c'était pas nécessairement brillant, mais j'étais tellement programmée à terminer. Je voulais tellement savourer les endorphines. Et je les ai savourées et mon temps était très correct. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le parallèle. Et ça va avec toute progression que l'on veut dans la vie, dans n'importe quoi. Tout le monde a le goût d'abandonner à un moment donné, que ce soit en course, en affaires, dans un projet, dans une quête de perte de poids, dans une quête de cesser ou de diminuer sa consommation de sucre raffiné. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, j'oublie son nom, je n'ai pas mon carnet à côté de moi, qui me disait, j'ai vu que tu dis qu'il y a des gens qui mangent la brisky, qui ont perdu 10 livres, 20 livres, 50 livres, 100 livres. Oui, j'ai des commentaires qui rentrent très fréquemment. Elle dit, comment on fait? Et oui, couper les sucres raffinés ajoutés, quand c'est une décision que l'on prend vraiment, il se passe une magie. On gagne en énergie. Le sucre raffiné, il y en a partout. Il y en a en quantité. Mais oui, c'est possible. D'ailleurs, j'ai des projets sur lesquels je travaille en ce moment. Vous allez voir ceux qui vont sur mon site. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent. J'avais déjà eu une formation «Comment dire bye-bye au sucre raffiné dans la joie». C'est facile. Elle va revenir très, très bientôt. Je vous en parle. Elle sera de retour. Elle sera disponible en autonomie. Éventuellement, je vais ouvrir aussi un groupe avec du coaching. Là, je fais juste vous semer des petites graines parce que chez Madame Lambrisky, on roule sur un autre aspect, vraiment pour accompagner. Et toujours, il y a le parallèle avec la course à pied. Donc, peut-être que vous ne courez pas et vous ne trouvez pas ça intéressant. Mais l'important, c'est de savoir, peu importe ce qu'on fait, ce qui est vraiment payant, c'est les bonnes habitudes en continu. J'ai déjà parlé, ne jamais briser la chaîne. C'est comme en course à pied. Si tu ne fais pas tes entraînements, tu vas trouver ça dur. Si tu fais ton programme, tout ce que tu vas savoir, c'est que ça va être extraordinaire. Dans mon livre, J'ai faim de joie, j'ai une petite citation qui est écrite et je l'adore. Tu ne seras pas toujours motivé, alors mieux vaut être discipliné. Et ça, oui, c'est en course à pied, mais c'est en affaires, c'est dans n'importe quel projet, que ce soit de diminuer sa consommation de sucre raffiné. Tu ne seras pas toujours motivé. Et ça, c'est pour tous les individus. Mieux vaut être discipliné. Dans mes éveils, dans J'ai faim de joie, à la page 74, j'ai marqué fixez-vous des objectifs, vous allez vous épater. Ça revient sur se faire un plan d'entraînement pour courir un demi-marathon ou un 10 km ou un 5 km. Si vous savez ce que vous voulez, que vous avez une vision qui vient du cœur, donc qu'est-ce qu'on a vraiment le goût de faire pour nous? Que vous élaborez un plan, exemple, un plan pour participer à un demi-marathon, un marathon à 10 km, un plan pour perdre du poids, un plan pour gagner en énergie, un plan pour se partir en affaires. Que vous élaborez un plan et que vous passez à l'action en vous fixant des objectifs, vous allez vous épater. Un jour, vous regarderez en arrière de vous
et vous serez impressionné par tout ce que vous avez réalisé. Et c'est exactement ça qui s'est passé quand j'ai fait mon premier demi, mon premier marathon, mon premier ultra trail. Pendant, on souffre. Pendant, à quelques exceptions près, si on sait programmer. Moi, j'ai appris à m'auto-programmer pour faire abstraction de la douleur. Ça pourrait être un autre sujet. Mais lorsqu'on franchit notre ligne d'arrivée puis qu'on regarde en arrière, on est toujours extasié. Et ça revient au fait de comment voulez-vous avoir l'énergie, la motivation et la détermination de suivre un plan d'action si la motivation et la détermination, pardon, la misère avec mes lunettes. Comment voulez-vous avoir l'énergie, la motivation et la détermination de suivre un plan d'action si vous n'avez pas d'objectif précis pour avancer pas à pas? Où pensez-vous aller chercher la force, l'énergie nécessaire, la volonté et la persévérance lorsque vous serez nez à nez avec le premier défi sur la route de la réalisation de ce plan? Vous ne serez pas toujours motivé, alors mieux vaut être discipliné. C'est à l'agenda, c'est ça qui doit être fait et je le fais. Je le fais. Là, je suis à la page 74 de J'ai faim de joie, le livre. Juste à la page 75, en gras est écrit: les plus grandes improvisations ont été préparées. Les plus grands succès, que ce soit au niveau sportif, que ce soit entrepreneurial. Il n'y a personne qui arrive du jour au lendemain puis qui fait un coup de circuit, qui bat un record du monde sur marathon, en ultra-trail, qui lance une business à succès sans avoir fait un plan et faire ce qu'il y avait à faire. Et toutes ces personnes-là, en cours de route, ont vécu de l'épuisement, de la fatigue, du découragement. Mais l'important, c'est de continuer malgré tout. Et c'est comme ça qu'on transforme notre vie. La course à pied, avec le recul, a complètement transformé ma vie parce que oui, c'est parce que j'étais affamée que j'ai mis au monde Madame Lambriski. Mais la discipline qu'elle m'a engendrée a transformé ma façon de penser complètement. Et en même temps, elle a façonné mon corps. Et dernièrement, je parlais avec une kinésiologue et elle me disait: Myriam, il y a vraiment beaucoup, il y a des articles scientifiques qui prouvent que les femmes qui courent atteignent un niveau de performance dans le reste de leur vie plus élevé. C'est incroyable, hein? Donc, il y a un impact aussi sur la force qui est en nous. D'ailleurs, cette kin, éventuellement, je vais avoir des invités. C'est sûr que je vous la réserve comme invité pour échanger. Donc, que ce soit la course à pied, que ce soit le yoga, c'est peut-être juste, je vais pas dire le mot juste. Si vous ne courez pas, vous n'avez pas de discipline nécessairement. La marche, c'est une discipline. Allez marcher tous les jours en écoutant un balado, en écoutant de la musique. Cette discipline-là, si vous ne marchez pas du tout, allez marcher 30 minutes par jour, ça va changer votre vie. Vous allez en avoir de besoin. Ça va être bon pour l'esprit, ça va être bon pour votre corps. Donc, il y a un impact. Vous ne serez pas toujours motivé, mieux vaut être discipliné. On a le droit des fois, comme quand j'ai expliqué à ne jamais briser la chaîne, à quelques exceptions. Mais l'exception ne doit pas devenir la nouvelle règle. La discipline, les bonnes habitudes nous permettent de transformer notre vie. À tout le monde, il faut se faire un plan. Et là, j'ai mon silence parce que j'entends toutes sortes de choses dans ma tête. J'ai déjà entendu dernièrement quelqu'un qui disait: «Oui, mais là, si les gens autour de moi ne croient pas à ce que je fais», l'important, c'est vous. L'important, c'est toi. Qu'est-ce que tu as le goût? Tu peux te faire un plan puis te mettre en action. Ne regarde pas les autres. C'est ça qui est hyper important. C'est ça, avoir j'ai faim de joie. Et ça m'a pris du temps vraiment à comprendre que la course à pied avait transformé ma vie. Mais les bénéfices sont encore plus grands que ça au niveau des bénéfices et de la transformation engendrée. L'effet aussi d'aller courir toujours alors que j'étais dans une période très difficile de ma vie où je ne me reconnaissais pas, les endorphines m'ont permis de passer à travers cette douleur-là et d'accepter les choix que j'avais faits à l'époque en me séparant. Ça a été long, guérir. La course à pied est devenue mon amie. D'ailleurs, je le dis, puis je l'écris dans le livre J'ai faim de joie. La course à pied est devenue mon amie, est devenue ma bouée,
Elle est devenue ma confidente parce qu'elle me fait du bien. Alors, c'est important de se trouver un repère comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas toujours motivé, alors mieux vaut être discipliné. Et c'est encore plus vrai en tant qu'entrepreneur, parce que souvent notre parcours est truffé de défis. Et je ne dis pas le mot obstacle, hein. D'ailleurs, dans le livre, j'en parlerai aussi certainement une bonne fois. Je parle pas j'ai enlevé le mot obstacle de mon vocabulaire. C'est des défis pour nous faire évoluer, exactement comme une course nous fait évoluer. Oui, ça peut être dur faire un 5 km, un 10 km. Tout le monde souffre. Mais c'est après, on le fait pour après. C'est comme ce qu'on va atteindre dans la vie. On le fait pour notre quête. Et c'est ça qui nous permet de changer notre vie. Et une petite action concrète pour se mettre dans l'action, on peut commencer par des micros-objectifs. Comme je disais tantôt, aller marcher une demi-heure par jour. Ou c'est peut-être juste de prendre la discipline de faire ces fameux squats, hein? Tellement important. Quand je dis tellement important, c'est de garder notre corps actif, nos muscles actifs. Ça aussi, pour moi, c'est un gage de jeunesse. Plus on garde notre corps fort, plus on va se sentir d'attaque aussi en affaires. C'est un tout. Tout ça, c'est un tout. Donc, on peut prendre quelque chose et vous dire, OK, je me fais des micros-objectifs, comme par exemple la marche active. C'est peut-être d'aller courir un petit peu. Chacun ses objectifs, chacun son niveau. Mais garder une constance sur des nouvelles actions, c'est ça qui va permettre de transformer ta vie. Le pire à passer, c'est le premier 21 jours. Mais on est capable. On est capable et c'est vraiment comme ça que ça transforme notre vie. Moi, la course à pied est rentrée dans ma vie. Elle n'en est jamais sortie. Je suis encore en traitement pour gérer ma douleur. Je vais finir par me régler mon problème chronique. Et le défi que j'ai vécu ici m'a fait évoluer aussi. Pourquoi est-ce que j'ai ces douleurs-là? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je dois ralentir en ce moment? Bon, ça m'a fait découvrir une nouvelle discipline. Cet hiver, j'ai fait ce que je vais appeler du cross-training, donc différents entraînements. Ça leur été tellement facile de dire: «Ah, ben, je suis blessée, je vais me reposer». Mais savez-vous c'est quoi? C'est le réflexe de plusieurs personnes, mais après la pente, elle est tellement longue à monter. Moi, c'était non, 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 non. J'ai diminué pour guérir, j'ai apporté des changements, mais je suis sûre qu'il y a du bon à travers tout ça. On m'a encore testé. On m'a encore testé. Alors, petit défi, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre vie et rester constant? Et c'est sûr que ça va transformer votre vie. Alors, j'espère que le pourquoi de la course à pied peut transformer votre vie vous a plu. La plus belle chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est de partager l'épisode avec des gens autour de vous, mettre des étoiles, envoyer un mot à info@madamelabrisky.com ou encore à joie, madamelabrisky.com. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez qu'on plonge? C'est sûr que je vais aller plus loin sur le dossier d'aujourd'hui, mais allez-y, écrivez-moi. Comme je vous ai déjà dit, c'est ma paye. Surtout, partagez l'émission. Parlez-en avec des gens autour de vous. Si vous avez lu le livre J'ai faim de joie, envoyez-moi vos commentaires. Je les récolte tous. C'est un vrai cadeau pour moi. Et sinon, dans la lignée, je vous parlais au début de l'émission de la purée de dattes au chocolat. Et là, ceux qui sont sur YouTube, vous voyez, là, c'est givré, je l'ai sorti de mon congélateur. Donc, vous pouvez en acheter, la mettre au congélateur et quand vous en avez besoin, vous la laissez comme ça à température pièce ou encore, vous le mettez dans un bain d'eau chaude et rapidement, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais je voulais vous partager une des recettes qui a fait fureur à l'époque. C'est ma recette Chocogo, en l'honneur du marathon de Chicago. Donc, c'est une recette style lait au chocolat. C'est une galette qui goûte le lait au chocolat. Et son rapport glucides-protéines est idéal pour récupérer après l'effort. Donc, après un entraînement, un petit chocogo ou deux, ça vient nourrir nos muscles parce que c'est le ratio glucides-protéines qui est idéal. Et en fait, il représente exactement le même ratio du fameux verre de lait au chocolat. Donc, pourquoi dans des événements sportifs, souvent, ils vont offrir un verre de lait au chocolat? Eh bien, c'est parce que c'est le ratio glucides-protéines qui est idéal pour récupérer après l'effort. Et oui, il y a du sucre, mais
D'ailleurs, j'ai une recette de lait au chocolat qui est assez incroyable, sans sucre raffiné ajouté, que l'on peut faire avec de la purée de dattes, évidemment. Mais après un grand événement comme ça ou après une pratique, si vous avez des enfants de hockey, de soccer, un verre de lait au chocolat, c'est excellent. Encore mieux, je dirais, que les boissons d'hydratation. Pourquoi? Parce qu'on a des protéines, donc on vient nourrir les muscles. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mon garçon qui adore le Gatorade, évidemment, puis toutes ces boissons-là. Je dis oui, mais tu dois donner des protéines à ton corps pour récupérer suffisamment après l'effort. Sinon, tu vas traîner une fatigue. Donc, je vous laisse aussi la recette de la galette Chocogo, qui est une célébrité du livre Ces galettes dont tout le monde parle. Sur ce, j'espère que vous avez aimé l'épisode. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Écrivez-moi à info@madamelabrisky.com. Soyez à l'aise de m'envoyer des thématiques qui vous intéressent. J'ai une longue liste devant moi, mais je vais me faire un plaisir d'y plonger. Et sur ce, j'espère vous inspirer. J'espère que vous ouvrez la valve des possibilités, que ça vous motive encore plus à vous mettre en action. En action, pourquoi? Pour faire de votre vie un grand rêve au lieu de rêver votre vie, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Pshhou! À la semaine prochaine! Oh! Et là, ça va partir.